Bienvenue au Zazémistan. Alors c'est quoi le Zazémistan? Bah c'est simple, votre pays là il m'a saoulé de ouf. Du coup j'ai décidé de créer mon propre état pour voir s'il y avait moyen de faire un peu mieux. Donc qu'est-ce qui m'a saoulé chez les Gaulois? Des trucs basiques frère, le sexisme, le racisme, l'homophobie. La vérité, on est en 2021, on doit encore débattre de tout ça, la flemme. Du coup, je me suis dit, je vais inviter mes gars et mes gosses sûrs pour m'aider à écrire la constitution d'une république non binaire, non bananière, safe, inclusive. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Peut-être que tu fais partie des gens qui en ont un peu marre d'entendre parler de racisme, de sexisme toute la journée. Dans ce cas, ça risque de pas être ta chaîne YouTube préférée. Mais si t'es curieux, reste au moins pour cet épisode, tu verras, on est sympa au Zazémistan. Comme tout État, le Zazémistan a besoin de propagande. J'ai donc créé son média indépendant pour raconter l'histoire de sa création. T'as vu, on est anticapitalisme, on est sur YouTube le sang. Alors like, abonne, partage avec tous tes potes. Heureusement, chez les Azous, on a des super journalistes. On a FZ avec son journal du Vieux Monde et le professeur Tic, un historien spécialiste du rap. Au Zazémistan, avant même la création de l'État, on se demande comment on va pouvoir raconter la grande et la petite histoire. Tu sais, à l'école, on apprend trop souvent l'histoire du côté des vainqueurs. Au Zazémistan, on se demande ce que ça ferait si l'histoire était écrite par les femmes plutôt que par les hommes, par les noirs plutôt que par les béquets, par les lions plutôt que par les chasseurs. C'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Kevin Donat, guide conférencier du Paris Noir et fondateur et animateur du podcast Le Chip. Alors Kevin, bonjour et surtout bienvenue au Zazémistan. Bonjour Elsa, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, on va commencer par un petit questionnaire pour voir si t'es Zazémistan compatible. Je te préviens, c'est un petit peu sportif, c'est pour tester, tu vois, si t'es dans le turfu en fait. On veut savoir si tu zazèmes ou si tu zazèmes pas. Et puis tu peux nous donner des détails. T'es prêt? Let's go. L'histoire racontée par l'État français. Zazem, zazem pas. Zazem pas. Zazem pas du tout, du tout. Le partage des tâches domestiques. Zazem malgré moi, zazem pas le choix. Zazem la vie de couple. Ok. Les omelettes. Zazem. Ok. C'est déjà le truc que ma mère sait cuisiner. Très bien. Darmanin. Zazem pas sa race. J'aime bien, j'aime bien. Alors, le mythe selon lequel les gens de gauche ne seraient pas racistes. Zazem pas. Parce que c'est faux. Toi-même, tu sais. La non-mixité. Zazem dans le cadre politique. Pas nécessairement dans le cadre commercial. Tu peux m'en dire plus? Ben, je pense que, par exemple, les gens qui militent, etc., sont tout à fait légitimes, ont tout à fait le droit de décider de se retrouver entre eux pour parler de leur lutte précise. Moi, dans mon activité qui est plutôt à portée commerciale, si par exemple j'ai décidé d'organiser des visites réservées aux noirs où on exclut les non-noirs, etc., ben, d'un point de vue commercial, ce serait pas super smart. Ça s'appelle des visites privées, donc ça se fait. Mais j'annonce pas direct, cette visite est réservée aux gens de cette couleur-là. Mais dans le cadre associatif, politique, etc., je comprends. Je comprends. Le Nutella. Zazem encore. Malheureusement, je devrais pas, mais ouais, sur de la brioche, ça marche tellement bien que ouais, le Nutella. Ouais. Mesquine les orang-outans quand même. L'interdiction du port du voile pour les mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Zazem pas, je trouve que c'est inutile, que c'est stigmatisant, que c'est se tirer une balle dans le pied, et puis ouais, il y a plein de trucs, d'autres signes visibles de religion, d'appartenance à un groupe qui choquent personne. Donc je pense que c'est de l'acharnement et tous les trimestres on nous sort un nouveau truc. Donc non, zazem pas du tout cette interdiction. Iseut aux victoires de la musique. Zazem, ouais, toute une génération de femmes noires artistes qui sont unapologétiques et qui disent ce qu'elles ont à dire et qui ont une certaine visibilité. Je pense à Iseut, à Luzen de Yakuza, à plein d'autres et tout. Donc ouais, force à elle. Booba. Zaz ambigu. Non, j'aime beaucoup l'artiste, mais j'en parlais avec un ami en interview. Il est souvent en roue libre
Et moi, j'ai pas du tout de problème avec la provoque, c'est juste qu'il y a des fois, il tient des propos, il parle de trucs qui le dépassent quand il parle de la Floride et de Fidel Castro et de son anticommunisme, etc. J'ai un peu envie de m'arracher les cheveux, mais sinon, 25 ans de carrière, le mec incontournable, respect pour ça. Rat P for life quand même, non? Mais Rat P quand même, j'étais à la U Arena, tout ça, toi-même, tu sais. Obama. Ah Zazam en cachette. Je sais tout ce qu'il y a à dire de négatif sur le néolibéral, sur le machin, mais je suis obligé de respecter le hustle en termes c'est genre impossible de faire ce qu'il fait et il a réussi à le faire. Et donc une fois qu'il l'a fait, on a tous envie de dire ouais mais c'était facile, il change pas le statu quo, ouais mais il fallait le faire quand même. Et puis si on veut parler de mauvais présidents occidentaux, il n'y a pas besoin de s'acharner sur Obama, ceux d'avant, ceux d'après, c'était à peu près dans on va dire ouais, la même dynamique en politique internationale, en économie, en machin, etc. Donc j'aime bien le symbole, je suis en train de lire ses mémoires, il y a des trucs qui me font cringer de ouf, mais en même temps, ouais, je suis obligé d'avoir de la sympathie un peu pour la dimension historique et symbolique du truc. Normal. La peine de mort déguisée quand il s'agit des terroristes? Ça s'aime pas du tout. Je pense que la peine de mort, c'est mal pour tout le monde, et donc les espèces d'attaques déguisées de drones ou les trucs comme ça, non, je suis complètement contre. On n'est pas... soit... on dit qu'on est état de droit, machin, etc. Mais ouais, non, il faut que ça reste dans un cadre judiciaire. Donc je pense qu'aux Azémistan, il n'y aura pas d'exaction de charniers et de trucs comme ça. Valeur actuelle? Ben, Zazem pas. Déjà parce qu'ils n'ont jamais fait d'article sur mes visites. Et donc, je comprends pas pourquoi. J'ai eu tous les médias à la botte du Grand Capital qui ont qui ont pas hésité à dire à quel point la visite était géniale. Et j'ai pas eu Valeurs Actuelles. Je ne comprends pas. Et si tu devais être en couve de Valeurs Actuelles, ce serait quoi le titre? Ils veulent manger la République. Pas mal, pas mal, pas mal. Parce qu'il y aurait à la fois le côté oui machin, dès qu'on dit un truc sur la France on n'aime pas la République, mais en plus ils veulent manger la République, ça rajoute au cannibalisme des Noirs évidemment, donc je pense que ce serait une bonne une de Valeurs Actuelles, un truc c'est clair, c'est clair. Pour finir, le déboulonnage des statuts? Zazem plutôt bien, même si honnêtement j'aimerais pas être celui qui ait la responsabilité de choisir les statuts qui vont rester et les statuts qui vont partir dans une grande ville avec une histoire complexe comme Paris. Mais sur le principe, ouais, vas-y, on casse des statuts, c'est pas grave, iconoclaste. En parlant de statuts, on retrouve le Journal du Vieux Monde de FZ qui revient sur le sujet avec une analyse plutôt intéressante. FZ, c'est à toi. Ouais, il y a de la friture sur la 5G, je te jure. Allô? Allô? Oh! Bonjour Zazem! Bonjour Kevin, heureuse de vous retrouver depuis le Vieux Monde. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui secoue la Gaule et ses alliés. J'ai bien évidemment nommé les statues érigées en l'honneur de grands hommes qui ont fait l'histoire. Certains diront, mais quand même, hein, ils ont quand même accompli des choses, hein. Franchement, entre nous, est-ce que cette Dream Team des hommes de l'enfer mérite vraiment ces statues? Mais bon, revenons à nos moutons. Juste qu'on pose bien les choses. Ici aux Azémistan, le culte de la personnalité, c'est pas vraiment le genre de la maison. D'ailleurs, si c'était le cas, est-ce qu'on aurait donné au pays le nom de la présentatrice? Mais parlons peu, parlons bien. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'ils tiennent à maintenir ces statuts coûte que coûte? Je vous le donne en mille. La 5G, évidemment. Apparemment, en Gaule du Nord, et en particulier à la capitale, les statuts renferment des antennes 5G qui sont contrôlées par les nationalistes. Ouais, je vous explique. En fait, ces statuts, c'est comme des hotspots. Comme des hotspots free, mais dont personne veut le code, clairement. Un peu des hotspots du racisme, finalement. Concrètement, comment ça fonctionne? Très simple. Ça envoie des signaux au cerveau qui sont aux alentours, d'où le côté complètement détraqué du vieux monde. Et puis ensuite, bon, forcément, ça crée des concepts qui partent en vrille, comme le racisme anti-blanc, le pain au chocolat, le séparatisme, l'exorcisme islamiste, ou encore la carrière politique d'Eric Ciotti, qu'on se le dise. Quitte à célébrer et ériger des statues en l'honneur de personnes méritantes, aux Azémistan, on a l'astuce pour vous. 1. Mise en place de statues de gens sûrs. 2. Antenne 6G, curfew oblige, dont les ondes vont venir contre-attaquer celles des nationalistes. 3.
des statues en matériaux 100% recyclables, au cas où on se trompe et qu'il faille les déboulonner, parce que finalement l'erreur est humaine, non? Non, l'erreur est humaine. Ah, est-ce qu'on se sent pas mieux là? C'était FZ, en direct du Zazémistan, on vous apporte la vérité vraie, à vous les studios. Merci FZ, ça m'a donné bien envie de péter un boulon ce petit reportage. Effectivement, depuis 2-3 ans, il y a eu pas mal de statues déboulonnées, des figures dont les gens veulent plus trop entendre parler. Léopold en Belgique, Colbert en France, même Gandhi au Ghana. Et oui, ça pique, mais Gandhi était raciste. Vous pouvez googliser si vous ne croyez pas. Kevin, tu connais bien ce sujet, tu es un historien de terrain à Paris, tu racontes l'histoire noire de la capitale à des Américains, tu es antillais. Peux-tu déjà nous présenter le concept du Paris noir? Le truc classique que je raconte, c'est que c'est un ensemble de parcours qui raconte les parcours de grandes personnalités venues du monde noir, des hommes, des femmes, passés par Paris et qui ont changé l'histoire de la capitale. Et en fait, l'idée aussi, c'est que c'est une façon de décentrer et de contester un peu l'image classique qu'on a de Paris, de la carte postale, des Parisiens. Moi, j'ai commencé à faire des visites très mainstream, très classiques il y a environ 10 ans. Et j'avais beaucoup de questions des étrangers sur la diversité à Paris. Pourquoi y a-t-il autant de noirs à Paris, par exemple? Et c'est comme ça que l'idée petit à petit s'est développée, est venue, et ça a commencé comme ça en 2013. Et quelles sont les réactions des Noirs américains quand ils font tes visites? Ben, leur réaction, il y a un mélange, il y a beaucoup de fierté déjà. Je pense qu'ils sont à la fois... ils ont une sorte de double patriotisme américain et noir, et donc leur expliquer qu'il y a plein de grands écrivains, d'artistes, de musiciens, etc., qui sont venus et qui ont connu un certain succès à Paris au XXe siècle, déjà ça les remplit d'orgueil. Et puis en même temps, beaucoup de confusion, parce que aussi je tiens à leur raconter, pas seulement l'histoire des Noirs américains bien évidemment, mais l'histoire de l'enjeu de la négrophobie, de l'histoire coloniale française. Et en fait, il y a plein de... Sans parler de bien et de mal, mais juste la façon dont on parle de cette question-là en France, quand je leur explique que, par exemple, la France est probablement le pays le plus divers d'Europe, et que je dis probablement parce qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas de chiffres officiels, on n'a pas de statistiques ethniques, ils me répondent « Mais vous n'avez pas de recensement en France ?» Bien sûr qu'il y a des recensements en France, on vous pose plein de questions, tout, sauf votre race ou votre ethnicité. Donc ça, par exemple, quand je parlais de confusion, des mecs qui, voilà, sur quelques petites questions, comprennent qu'ils sont dans un monde complètement différent, il y a ça, par exemple. C'est super intéressant, et tu m'as dit aussi que des fois il y avait des réactions des passants qui vous voient quand tu fais tes visites. Ben, la vérité, c'est que à l'époque où je faisais beaucoup de visites en semaine pour des clients américains, il n'y avait pas énormément de réactions, ça pouvait arriver de temps en temps, mais depuis 2020 la disparition des touristes, et donc du coup, je me destine à une clientèle française, francophone, parisienne, locale, etc. Donc plutôt le week-end, plutôt noir. Et du coup, des visites en français. Et là, j'ai beaucoup plus de réactions des riverains, des passants, de gens qui se permettent, qui ne participent pas du tout à la visite, hein, qui m'entendent juste parler, qui se permettent de venir donner leur avis, de m'interrompre. On s'est déjà fait insulter. Enfin, il y a vraiment... je pense que déjà, il y a le fait de parler en français versus parler en anglais. Et puis en plus, en 2020, il y a eu des questions, des faits d'actualité qui ont mis ces questions-là beaucoup plus au cœur de la qualité et qui vont déclencher des réactions plus violentes, plus frontales de la part des gens. Alors que la visite, c'est juste, tout ce qu'ils voient, c'est 20 noirs qui peuvent se promener, je sais pas, au jardin du Luxembourg, par exemple. Et juste ça, ça fait chier. Toi, tu as suivi de près cette histoire de déboulonnement des statues dans l'actu gauloise. C'est vraiment la trace de l'histoire officielle dans l'espace public du Vieux Monde, finalement. Ce Vieux Monde qui oublie souvent de faire des mises à jour, finalement. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ces histoires de déboulonnement? Est-ce qu'il y a un moment ou un événement ou une statue qui t'a plus marqué que les autres? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça avant la vague de 2020, mais dès 2017 à peu près, avec pas une statue, mais une enseigne, l'enseigne Le Nègre Joyeux, qui est place de la Contrescarpe vers la rue Mouffetard, où il y avait cette magnifique route. On pouvait voir un homme blanc, enfin un homme noir et une femme blanche ensemble, et l'homme noir avec un immense sourire niais, et puis en dessous écrit au Nègre Joyeux. Donc moi, cette question, en fait, elle est venue progressivement, c'est-à-dire que moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'habite dans le 5e, et au début, je la voyais pas.
l'enseigne. Et puis ensuite, y a des militants, genre Brigade Antinégrophobie, qui m'ont dit « Eh toi, le frère, regarde, signe cette pétition, etc. » Et donc, ça m'a un petit peu éveillé. Et puis ensuite, je suis devenu guide qui fait des visites du Paris Noir, donc je me servais en fait des statues ou des plaques ou des enseignes problématiques pour emmener mes clients étrangers, notamment les étudiants américains, et leur dire « Regardez cette enseigne, regardez cette statue, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'interprétez, et est-ce que vous pensez que chez vous, ce serait possible ?» Donc je suis à la fois partagé. En même temps, je pense que tout ce qu'on vient de dire sur à quel point ça représente une histoire hyper orientée, avec une vraie difficulté à remettre en question son passé, une confusion entre ce que c'est la mémoire et ce que c'est l'histoire. Et puis, d'un autre côté, d'un point de vue presque cynique, c'était parfait pour moi quand je voulais un peu démontrer la difficulté d'aborder certaines questions ou les angles morts qu'on a en France, de ramener des touristes et leur dire voilà, ça a été installé là en telle année, il y a des gens qui veulent l'enlever, il y a des gens qui sont contre, voici les arguments des uns, voici les arguments des autres. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis sensibilisé à ça. Et puis ensuite, comme tout le monde, en 2020, il y a eu la question de George Floyd, du retour de Black Lives Matter, du mouvement pour d'Assa Traoré, et puis surtout, je suis martiniquais, et la question des statues de Victor Schellcher, qui est présenté comme un peu le sauveur, le libérateur blanc, qui incarne la République française dans l'outre-mer, et qui est celui qui nous a sortis de nos chaînes. Et en mai 2020, il y avait déjà eu des statues on va dire profanées, vandalisées, attaquées, etc. Mais en mai 2020, il y a eu des statues de Schellcher détruites en Martinique, avec pour argument de dire que ça ne peut pas être lui qu'on place au centre des commémorations, de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Moi, je trouve ces débats hyper intéressants, même si j'ajouterais juste un petit bémol, c'est que en vrai, Victor Schellcher, donc moi je suis né en Martinique, sur ma carte d'identité il y a écrit né à Schellcher. Ici en France hexagonale, personne ne connaît Victor Schellcher, ou quasiment personne ne connaît Victor Schellcher. C'est-à-dire que quand en Martinique il est omniprésent, c'est lui qui nous a sortis des chaînes, et qu'on a l'impression que c'est de la propagande des blancs français, etc., ben pas complètement. Les blancs français, ils connaissent pas l'histoire de l'esclavage, ils connaissent pas tant que ça Victor Schellcher. Et si s'il y a Victor Schellcher au Panthéon, c'est pas tellement parce que ce sont des blancs qui menaçaient de s'immoler par le feu si on n'honorait pas Schellcher. C'est plutôt la génération de mes grands-parents. Ouais. C'est plutôt des Gaston Monerville, des personnalités comme ça, qui vont réclamer que Schellcher soit mis à l'honneur, et des statues, etc., etc. Donc c'est très complexe d'une certaine façon. Je pense que Schellcher effectivement prend beaucoup trop de place, mais s'attaquer à Schellcher, c'est avant tout s'attaquer à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents, plus que s'attaquer aux blancs moyens avec l'esprit super étroit, qui connaît pas Victor Schellcher anyway. Bah merci pour cet éclairage super intéressant. Et du coup, si toi tu devais déboulonner une statue et en ériger une nouvelle aux Azémistans, ce serait laquelle? Enfin, déboulonner une statue en Gaule et en ériger une nouvelle aux Azémistans. Alors, déboulonner une statue en Gaule, je serais pas très original malheureusement, mais Colbert, parce que je trouve que la statue de Colbert à l'entrée de l'Assemblée nationale, c'est hors sujet en fait. C'est même pas il est pas gentil, il est un peu raciste. Non, mais c'est juste que la France emmerde le monde entier avec sa révolution et ses républiques, en disant voilà, les Lumières, etc., etc. Eh ben pourquoi à l'entrée de l'Assemblée nationale de la République, il y a des statues de mecs de l'Ancien Régime, de ministres de Louis XIV, etc., etc. Donc non, au bout d'un moment, on est une vraie République, si vous voulez être laïcard, etc., etc. Suivez votre truc jusqu'au bout, et il ne reste rien de cette époque où, je sais pas, fallait que le roi Soleil soit content d'avoir des comptoirs et des colonies, enfin bref. Donc il y a ce truc-là, Colbert et le Code Noir, qui moi, perso, me pose problème. Après, si je devais ériger une statue aux Azémistans, des gens auxquels on pense jamais, c'est évidemment les travailleurs venus des colonies. Et moi, là, il y a un personnage dont j'avais toujours entendu parler et qui m'intéresse pas mal en ce moment, qui s'appelle Lamine Senghor. Rien à voir avec Léopold Sédar Senghor, c'est un autre... Mais Lamine Senghor, c'était celui qui représentait dans les années 1920 les tirailleurs et aussi les premiers travailleurs venus des colonies. Et qui habitent dans les grandes villes françaises et qui ont un statut merdique et qui galèrent. Et ce type-là, en fait, il s'est battu pour la France. Il a été gazé à Verdun, etc. Et il est mort en 1927 d'une pneumonie.
Et c'est un type qui est hyper important pour le panafricanisme. C'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au communisme, il s'est intéressé à l'islam, il s'est intéressé à plein de questions différentes. Malheureusement, il n'est pas intersectionnel. Hein. Je ne sais pas si il a pensé à toutes ces questions-là de genre, etc. Tes héros à toi, c'était qui en grandissant? Et c'est qui aujourd'hui aussi d'ailleurs? Mes héros en grandissant, c'est dur à dire. Je sais que par mon père qui était profondément anti-impérialiste, etc. Donc on avait à fond du Che Guevara. Mais même des gens, tu vois, de la lutte, de toutes les luttes de décolonisation, quoi, limite de Che Guevara, Saddam Hussein, pour faire large. Aussi, l'autobiographie de Malcolm X, je l'ai lu ado, elle m'a beaucoup marqué. Et puis ensuite, ouais, vers 18-19 ans, j'ai lu Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Je sais que je te parle à toi, donc je vais pas être très original. De l'autre côté de ma famille, en fait, du côté de ma mère, on est beaucoup plus socialiste français. Je dirais plus proche justement de l'assimilation. Donc moi, j'ai grandi dans une famille, du côté de ma mère, très universaliste, avec un certain amour des valeurs de la République, de la Révolution française, de la franc-maçonnerie, de toutes ces choses-là. Donc je suis un peu un mélange des deux. Je vois les deux côtés, je vois ce que les deux côtés ont à se reprocher les uns aux autres. Donc voilà. Donc c'est un peu avec ce truc-là que j'ai compris, que j'ai grandi. Merci beaucoup, merci pour ce niveau de sincérité. Je pense que ton ouverture d'esprit et ta capacité de remise en question sont fortes. Je propose donc que nous te donnions la nationalité Zazou, si tu y consens. C'est l'heure de la cérémonie de naturalisation. Avec plaisir. Alors, c'est l'heure de la cérémonie de naturalisation. Kevin, je te propose de jurer sur Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Répète après moi. En tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements. En tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements. Je jure d'être intersectionnel pour toujours. Je jure d'être un bon allié. Je jure d'être intersectionnel pour toujours. Je jure d'être un bon allié. Liberté, minorité, sororité. Liberté, minorité, sororité. Bravo. Petit message de service. Pour ceux qui veulent être naturalisés, il faut vous abonner, liker, partager, mais on a beaucoup de demandes. Pour info, les HSBC, hommes blancs cisgenres hétérosexuels, sachez que dans un premier temps, vous serez en période d'essai, avec une épreuve d'écriture inclusive et de charge mentale pour la naturalisation. Nous allons peut-être avoir la chance d'avoir quelques réponses avec l'historien subjectif officiel du Zazémistan. Il plaide pour que les rappeurs et les rappeuses soient les nouveaux philosophes. Il décrypte les expressions et les couplets qui pourraient bien enrichir une future constitution. Professeur Tic, vous êtes en direct de Dubaï, je crois. Oui, les amis, bien quoi? Oui, ici c'est professeur Tic en direct de Dubaï, hein, tu peux le voir. Oui, tout à fait. Alors déjà, je t'assure que je serai absolument subjectif dans l'interprétation des faits, car je suis avant tout humain et donc influençable. Je suis un homme, mais j'ai aussi des sentiments. Aujourd'hui, on est là pour répondre à une question simple. Qui écrit l'histoire? Et là, je parle bien de l'histoire avec un grand H, et non pas avec une grande H, comme ça a parfois été le cas. Mais bref, nous n'égarons pas. D'un point de vue historique, les nouveaux philosophes, que sont nos très chers rappeurs, sont plutôt du côté de ceux qui n'écrivent pas l'histoire. Alors voyons du coup ce qu'ils ont à nous dire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Un prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara, je trouve ça regrettable. Faut que l'esclavage, je revends la blanche à Obama. Du première histoire, vos premiers présidents blagues. Tant Hitler et les nazis allemands. Léopold II, ce fils de putain qui parlait flamand. Alors dans ce dernier extrait, qu'est-ce que Kalash Criminel cherche à nous dire? D'abord, il parle d'Hitler et des nazis. Le message est assez simple, il les fuck. Et je pense pas que j'ai besoin de traduire. Aimer Hitler, c'est pas vraiment une passion qu'on affiche. Sauf chez certains groupes de visiteurs du Capitole à Washington, mais le sujet n'est pas là. S'agissant de Léopold II, pourquoi ce besoin d'insulter sa maman, tu pourrais me demander? Pourquoi toujours cette haine envers les putains? Est-ce que tout ceci est bien Charlie? Alors pour répondre à ces questions, il se pourrait que Léopold II ait des choses à cacher. On sait qu'il ne va pas qui est Léopold II, c'était le roi des Belges, qui un jour a décidé d'acheter le Congo. Voilà, le mec, il achète un pays qu'il a promis de libérer, hein, mais finalement il a changé d'avis.
Et puis il a décidé que ce pays, eh bien, ça serait tout simplement sa propriété. Voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à louer une chambre étudiante, et ben lui, il s'achète un pays comme ça, sur un coup de tête. Qu'est-ce qu'il y a fait? Eh ben, il a tout simplement tué à peu près 10 millions de Congolais. Et 10 millions, c'est beaucoup, non? En bref, pour en revenir à notre propos, on comprend que le rap, c'est un moyen de raconter l'histoire, même si en vérité, on se rend compte que la société est pas vraiment chaude pour écouter ce discours. Donc, du coup, pour appuyer mon propos, j'en appelle à l'une des plus grandes penseuses de notre temps, j'ai nommé Kazem. Par contre, si tu as, je sais pas moi, n'importe quel historien qui va te parler de Napoléon, on va dire que c'est de l'histoire, ou je sais pas, n'importe quel mec qui va raconter sa vie je sais pas moi, dans les plaines ardéchoises, tu vois, tout d'un coup c'est intéressant. Mais si c'est un Renois qui dit ouais, mais putain c'est galère d'être Renois en France, tout de suite c'est l'agression. Ça dépend c'est le point de vue de qui. Selon Booba, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Hein, c'est ce qu'il dit dans son très célèbre pamphlet contre la société individualiste. Je vous ai entendu parler de 9DI Véron. Les vaincus, eux, finalement, ils peuvent que raconter l'histoire. Hein, et là, je me permets de citer un philosophe gaulois, cette fois-ci, Pascal Obispo, qui nous disait « c'est pas marqué dans les livres ». Alors, nous, aux Azémistan, on ne fera pas que raconter les histoires. On va l'écrire ensemble, cette histoire. Donc, moi, je continue mes recherches au Moyen-Orient, ici, et puis je reviens bientôt sur le territoire post-occidental pour écrire l'histoire Zazou, Azap. Je vous laisse et bien à vous le Zazémistan. Merci professeur Tic, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur le territoire inclusif et radical. Kevin, toi tu es toujours en Gaule, mais ta naturalisation récente chez les Zazous te permet de passer du statut d'invité à celui d'expert. Et grâce à ton regard sur l'histoire écrite par les Noirs, tu vas sûrement pouvoir contribuer à la constitution du Zazémistan. Maintenant, j'ai envie de te demander comment peut-on mettre à jour l'histoire pour qu'elle appartienne à tous et pas juste aux vainqueurs. Vu qu'on est en train de créer le programme scolaire Zazou, la question des figures à enseigner se pose. Est-ce que tu as une proposition concrète pour contribuer au nouveau récit ? Par exemple, quels auteurs on peut enseigner au bac? Ouais, déjà plus d'auteurs noirs, pas forcément commencer par la négritude et Aimé Césaire, parce que voilà, ça, je pense que ça en décourage plus d'un, parce que c'est super sophistiqué, voire trop raffiné, trop élitiste. On peut faire mieux, je pense que c'est sur la diffusion et la mise en avant d'auteurs noirs contemporains du 20e, du 19e siècle. Moi, je pense à des Leonora Miano, je pense à de la littérature de langue anglaise. Là, je viens de finir un roman qui s'appelle American Spy, qui a été écrit par une femme qui s'appelle Lauren Wilkinson. Et le bouquin, il est sorti il y a 2 ans et c'est l'histoire d'une espionne martinico-américaine qui doit infiltrer Thomas Sankara dans les années 80 et qui se retrouve dans des conflits de loyauté, de trucs et tout. Enfin, je veux dire, juste mettre en avant l'écriture, les choses faites par les Noirs, c'est pas juste parce que je suis chauvin, c'est aussi parce que si vous aimez des histoires de quelqu'un qui part d'en bas pour arriver en haut, si vous aimez des gens qui, en fait, déjouent les pronostics, etc., il faut miser pas seulement sur l'histoire avec un grand H, mais même sur les petites histoires, les stories avec des Noirs, et voilà, on peut que gagner. Alors, inspiré par tes propos, j'ai une proposition de loi à te soumettre. Ce que je te propose, en fait, c'est la garantie de la non-mixité dans la Constitution, et notamment dans le cadre de l'écriture de l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu valides cette loi? Est-ce que tu as des amendements? Je valide, et j'ajouterais même, pour aller un petit peu plus loin, que je vais pas me faire que des amis, les Blancs ne devraient pas être autorisés à écrire l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire, continuer à écrire Harry Potter, continuer à écrire des trucs comme ça, c'est très bien, mais à un certain... Et c'est un humoriste américain qui disait ça, il dit « Les Blancs, vous écrivez pas l'histoire, vous écrivez des fanfictions de vos meurtriers préférés. » Donc c'est très très cool, mais ça rentre pas dans la catégorie histoire. Donc voilà, on va essayer dans les Azémistan, j'espère, leur dire voilà, concentrez-vous sur les trucs que vous savez faire. Harry Potter, c'est bien. Des petits essais, des machins, des romans, c'est très bien, mais l'histoire non, on va pas passer son temps à défendre. Oui, mais quand même c'est le pays de mes grands-parents, on peut pas les critiquer, tout ça. Donc non, on va essayer d'en sortir un petit peu. Donc la loi est clairement adoptée à l'unanimité. Ce sera vraiment un droit constitutionnel inaliénable et voilà. Et ben merci Kevin. Merci Elsa. Et tu nous as donné plein de
plein de billes pour pouvoir réfléchir à la suite du Zazémistan. Donc vraiment, merci beaucoup. Longue vie aux Zazémistan. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Rassurez-vous, on va continuer la déconstruction avec des afrologistes, des féministologues, des racistologues, des ouin-ouin-ologues. Le Zazémistan, c'est le monde post-occidental dans lequel nous espérons vivre. En attendant, abonne-toi, like, partage et surtout, liberté, minorité, sororité.